Le MMA est certainement le sport le plus en expansion ces dernières années. Créé en 93, c'est pourtant le plus jeune de tous. Véritable mix de tous les arts martiaux existants, il est le sport spectacle qui gagne le plus de parts de marché d'année en année. Et ça, on le doit à une famille en particulier. Une famille qui a su révolutionner le sport de combat moderne et créer une véritable légende autour de son nom, la famille Gracie. BJJ from GJJ, like Kool Herc gave birth to what your DJ plays. But despite the lineage, I will never be closed-minded. Refuse to see beyond the lines, you go blind. La famille Gracie, surtout connue pour être la famille qui a créé, ou du moins popularisé le JJB. Le JJB, c'est le Jiu-Jitsu brésilien, un art martial qui découle du Jiu-Jitsu traditionnel japonais, et surtout de sa partie Newaza, le combat au sol. En résulte une sorte de mix entre le judo et de la lutte. Pour faire simple, c'est la partie au sol du MMA. Mais comment un sport aux racines japonaises a pu devenir brésilien aux yeux du monde entier? Tout commence avec Mitsuyo Maeda, un élève de Jigoro Kano. Et si vous êtes déjà rentré dans une salle de judo une fois dans votre vie, vous aurez déjà forcément vu ce portrait. C'est le créateur du judo et de l'école Kodokan. Il a envoyé Mitsuyo faire le tour du monde afin de faire connaître cette discipline, en participant à des tournois ou à des championnats de lutte, afin de démontrer l'efficacité du judo. Et retenez bien cette technique, ce sera utile pour plus tard. Il passa par l'Amérique et l'Europe, notamment par l'Espagne où il acquit le surnom de Comte des Comas, et il finit par atterrir au Brésil en 1914 où il s'intégrera très bien jusqu'à se faire renommer Otavio. Il participera à la facilitation de l'immigration japonaise vers le Brésil, qui est aujourd'hui le pays avec la plus grosse communauté japonaise hors du Japon. Mitsuyo devint rapidement une star au Brésil et commença à entraîner un groupe de 5 frères, les frères Gracie, dont Carlos l'aîné et Helio le petit dernier contribueront le plus à l'expansion du JJB. Si Carlos est considéré comme le créateur du JJB, c'est bien Helio qui cristallise tout ce qui fera la légende de la famille Gracie et l'expression de la force du JJB par rapport aux autres sports de combat. En effet, Helio, du haut de ses 18 ans, et vendu dans les récits comme étant frêle et petit, commença sa carrière de combattant en suivant les traces de son maître Maeda, et combattu en valetudo, des combats à main nue où très peu de règles existent, d'où le nom qui peut littéralement se traduire par « tout est permis ». Il affrontera des boxeurs, des lutteurs ou bien des judokas, souvent plus lourds que lui. Au-delà de leur capacité martiale, les Gracie vont surtout briller par leur sens du commerce. Et c'est en ça qu'ils marqueront l'histoire. Ils seront précurseurs dans la vente de vidéos d'entraînement et de self-défense, en plus de communiquer un lifestyle par le sport. Ils mettront très vite à exécution un plan absolument parfait de popularisation de leur art, le Jiu-Jitsu brésilien. Afin de démontrer la supériorité de leur art, les Gracie ont lancé le Gracie Challenge, pour prouver que le Jiu-Jitsu brésilien était supérieur à tous les autres sports de combat, et donc ils affrontèrent tout concurrent peu importe leur taille ou leur poids dans différentes règles, soit du valetudo ou du Jiu-Jitsu, et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, ils ont repris exactement la même méthode que leur maître Maeda. La popularité grandissante du Jiu-Jitsu brésilien faisant de l'ombre au Jiu-Jitsu traditionnel et plus largement au judo, une rivalité se créa naturellement entre combattants japonais et brésiliens. C'est pourquoi lors de la tournée brésilienne de la superstar du judo de l'époque, Masahiko Kimura, si vous faites du jiu-jitsu brésilien, ce nom va vous parler. Une belle bête de 84 kg pour 1m70, Helio se précipita pour le défi. Kimura lui répondant qu'au vu de l'écart de poids, Helio faisant seulement 65 kg, il n'accepterait de le combattre que s'il battait un de ses élèves nommé Kato. Le premier combat se soldant par un nul et le deuxième par une victoire sur étranglement de Helio, Kimura fut dans l'obligation d'accepter le combat. Et c'est ainsi que le 23 octobre 1951 fut booké le combat entre Helio Gracie et Masahiko Kimura, ce dernier déclarant que si Helio arrivait à tenir simplement 3 minutes face à lui, il serait le vainqueur de ce combat. Le combat prit part au Maracanã Stadium, stade de football très connu dans le monde entier, avec plus de 50 000 personnes pour assister à ce combat, et le reste appartient à l'histoire. The fight was set for 2 10-minute rounds. Kimura got my grandfather and he threw him every which way you can imagine, like a rag doll. He was just too strong. But he couldn't finish my grandfather. He would go for the submission, my grandfather would defend, which was his specialty, survival. And 3 or 4 minutes into the second round, my grandfather, of course, now is getting more exhausted. Kimura finally was able to capture my grandfather in a shoulder lock, which now bears his name, the Kimura. And my grandfather, stubborn as he was, didn't want to tap out. Carlos, the older brother and manager figure, threw in the towel and forfeited the match to the Japanese champ. Speaking to my grandfather much later about the fight, I said, Grandpa, what did you think going into the fight? What was your mindset? He said, Henry, I never expected to beat this Japanese champ. I knew he was the best Japanese jiu-jitsu fighter in the world, and if I was going to truly believe in what I do, I had to at least test it against that person given the opportunity. So he knew he was going to lose in front of his whole country, but he still engaged. And that's the definition of a warrior, that's the definition of a fighter, that's the definition of a modern-day samurai. Malgré cette défaite, le nom des Gracie n'en sortit que grandi,
Et 4 ans plus tard, lorsqu'un ancien élève d'Helio, Valdemar Santana, seulement âgé d'une vingtaine d'années et pesant 95 kg, le défia, il s'ensuivit le combat le plus long de l'histoire avec une durée de 3h45. Helio, alors âgé de presque 50 ans, dut abandonner de fatigue. Son neveu Carlson viendra défier Valdemar Santana afin de venger son oncle. Il s'ensuivra 6 combats avec 4 victoires pour Carlson pour 2 matchs nuls. Cela inaugurera évidemment une des spécialités de la famille Gracie, c'est-à-dire la vengeance lorsqu'un des membres de la famille s'est fait battre par un combattant. La famille continuera de s'agrandir car les Gracie sont plutôt actifs en termes de descendance et se construiront une véritable armée de combattants, mais ça, on y viendra plus tard. Carlos, l'aîné de la famille, est parti avec Rorion, le fils d'Helio, à la conquête des USA afin de démocratiser le JJB. Et c'est ce dernier qui sera à la base de l'organisation reine du MMA, l'UFC. En reprenant le concept des Gracie Challenge, Rorion, accompagné de son associé Art Davis, un businessman et entrepreneur américain, imagine un tournoi où différents styles de combat s'affronteront dans une cage, un octogone, le fameux octogone, avec simplement quelques règles élémentaires comme le fait de ne pas mordre son adversaire, de ne pas lui crever les yeux et de ne pas mettre de coups dans les parties. Bien que ça n'ait pas toujours été respecté. Regardez-moi comment il est en train de lui massacrer les couilles, vraiment c'était une autre époque. Le but final étant bien entendu de montrer la supériorité du JJB par rapport aux autres sports de combat et de faire vivre le business naissant des académies Gracie qui pullulaient un peu partout au Brésil mais aussi aux États-Unis. Et c'est ainsi que le 12 novembre 1993 se déroula le premier UFC prenant la forme d'un tournoi à élimination directe de 8 participants venant tous de sports de combat différents tels que le taekwondo, la boxe anglaise, le kickboxing ou le shoot fighting, et il y avait même un sumo. Le tout sans limite de poids ni de temps, assurant un spectacle se finissant par un KO ou bien un abandon d'un des combattants. C'est Royce qui sera choisi pour représenter la famille Gracie, avec 3 victoires dans la soirée, toutes par soumission, montrant bien évidemment la supériorité du jiu-jitsu brésilien par rapport aux autres sports. Son premier combat était contre Art Jimerson, un boxeur qui avait choisi de ne mettre qu'un seul gant, ce qui est assez étrange puisqu'effectivement, lorsqu'on a l'habitude de combattre avec les gants, on frappe moins fort avec la main qui n'est pas gantée, mais à mon avis, il voulait pouvoir se défendre et pouvoir lutter, ce qui est très difficile avec des gants de boxe anglaise. Le deuxième combat face à Ken Shamrock, qui deviendra une véritable légende du MMA par la suite, avec 46 combats professionnels en parallèle d'une carrière de catcheur à la WWE, ne durera pas très longtemps puisque Royce arrivera à le terminer en moins d'1 minute. La finale l'opposera à Gérard Gordo, venant de la savate, donc un pur striker. Il lui faudra là aussi moins de 2 minutes pour terminer son adversaire par étranglement arrière. Il n'aura fallu finalement que 4 minutes 52 pour terminer l'ensemble de ses combats, ce qui ne représente même pas un round actuel d'un combat de MMA de 5 minutes, et tout ça dans la même soirée. Ladies and gentlemen, Denver, Colorado, welcomes the nation to the Ultimate Fighting Championship Part 2. L'UFC 2 apportera son lot de modifications par rapport au premier événement, avec un format de 16 combattants cette fois, ce qui permettra à Royce d'établir un record encore invaincu, avec 4 victoires dans la même soirée. Il finit évidemment tous ses combats par soumission, avec un temps total hallucinant de 9 minutes 03, et rentre un peu plus dans la légende des sports de combat. La demi-finale face à Remco Perduel et la finale face à Patrick Smith montreront encore une fois l'efficacité du JJB face à des adversaires beaucoup plus imposants que Royce, et la capacité que Royce a à prendre très peu de coups grâce à son JJB et au fait de coller son adversaire très rapidement lors de l'entame du combat. Yes, he did accept it. Unbelievable. Those blows. L'UFC 3 fut sûrement l'événement le plus bizarre de son histoire, avec un retour sur un format à 8 combattants, certainement pour laisser le record de 4 combats intact. Et c'est ce soir-là que Royce affronta Kimo Leopoldo, une montagne de muscles pas vraiment commode qui donna à Royce son combat le plus dur jusqu'alors à l'UFC. Kimo, pesant plus de 100 kg et n'étant pas vraiment du genre à avoir peur de prendre des coups, entama le combat de manière ultra agressive, sûrement pour calmer les ardeurs de Royce et essayer de le fatiguer un peu plus vite. Il réussit même à prendre le dos de Royce et à vouloir lutter au sol avec lui. Chose que personne n'avait encore réussi jusqu'alors, Royce dut utiliser des techniques vraiment pas très esprit samouraï et honorables, notamment en l'attrapant par les cheveux, chose inconcevable aujourd'hui dans le MMA moderne. Heureusement, après une guerre totale de presque 5 minutes, Royce réussit à sortir une clé de bras des enfers devant les yeux de son père Helio. Il sortit de ce combat complètement lessivé et dut abandonner le reste du tournoi. C'est la première fois qu'un combattant rendait Royce battable. Ce fut également le cas pour Ken Shamrock. Vous vous en rappelez, il a participé au premier UFC et avait perdu contre Royce. Il a dû se faire remplacer pour la finale après 2 victoires par Steve Genome qui gagna le tournoi du coup avec un seul combat face à Harold Howard.
quand je vous ai dit que c'était vraiment l'UFC le plus bizarre de l'histoire. Hi, I'm Royce Gracie. I'm from Rio de Janeiro, Brazil. I was here on the first, second and third tournament. Now I'm back to prove that my family style is the best. Pour son retour à l'UFC 4, j'ai l'impression que l'organisation et par extension son frère Rorion ont voulu mettre Royce dans de bonnes conditions avec un premier combat plutôt facile face à un karatéka de 51 ans. Oui, vous avez bien entendu, 51 ans, Ron Van Cliff. Rendez-vous compte, il rentre dans la cage fermé à clé face à un jeune brésilien casseur de bras qui veut jamais lâcher ses soumissions tant que l'arbitre ne se jette pas sur lui. Tout ça pour se faire tarter la gueule devant 20 000 personnes. Franchement, respect. Évidemment, il s'imposera assez facilement malgré une assez bonne défense au sol de ce bon vieux Ron. Il battra par la suite Keith Akene, un striker également qui avait participé à l'UFC précédent. Puis se retrouvera en finale face à celui qui deviendra la légende aux 127 combats professionnels, le très lourd et lutteur Dan Severn, dans un affrontement de 15 minutes où Royce se fit presser pendant quasiment tout le combat avant de réussir à caler un triangle qui fera taper Dan. What can I say? This man hung for 15 minutes against a man 80 pounds heavier. What a performance by Gracie. On his back almost the entire match. I'm Royce Gracie from Rio de Janeiro, Brazil. Tonight, I'm only gonna fight one man. There won't be any problem. I beat him before and I'll beat him again. L'UFC 5 inaugura encore une fois une nouvelle formule car en plus du tournoi classique de 8 combattants, où nous retrouverons d'ailleurs Dan Severn qui gagnera le tournoi de façon assez expéditive avec un temps total pour ces 3 matchs de moins de 10 minutes, il y aura de nouvelles règles avec pour la première fois une limite de temps de 20 minutes pour les combats du tournoi classique et de 30 minutes pour la finale du tournoi et le super fight, car oui, nous aurons ici le premier super fight de l'histoire de l'UFC. Ce combat opposera Royce à Ken Shamrock et décidera du champion de l'UFC. En effet, ce super fight pour la ceinture fera combattre le champion en titre et le combattant ayant gagné le tournoi précédent. Bien que Ken n'ait pas combattu lors de l'UFC 4 et de l'UFC 2 car il était en lice également pour le titre de l'organisation japonaise Pancrase, il était le combattant avec le plus de victoires à l'UFC et n'ayant qu'une seule défaite contre Royce à l'UFC 1. Et ce combat sera décevant. Avec une durée de 36 minutes, le combat sera excessivement ennuyant. Car Ken appliquera un game plan consistant un peu à la manière de Dan lors de l'UFC 4, à coller Royce au sol pendant tout le round. Le combat se terminant par une égalité, il sera cité à plusieurs reprises comme l'un des pires combats de l'histoire. Évidemment pour Ken, ce combat avait un goût de victoire puisque c'était la première fois que quelqu'un mettait en échec Royce Gracie. Ce sera également le dernier événement avec Rorion en tant que prometteur de l'événement car il vendra avec son associé Art Davy WOW Promotion. Royce quittera également le roster de l'UFC et n'y retournera que 11 ans plus tard pour l'UFC 60 face à Matt Hughes. Il prendra d'ailleurs une pause amplement méritée de 5 ans sans combat. C'était maintenant au reste de la famille de s'illustrer, que ce soit dans le MMA en combattant au Pride, au Japon, la terre originelle du sport qu'ils ont transformé et en devenant de véritables superstars là-bas, ou encore dans le business en créant en 2002 la Fédération Internationale de JJB, l'IB-JJF. Bien entendu, le combat au sol restera leur principale activité avec ou sans kimono en gagnant les World IBJJF ou encore la DCC. On a encore beaucoup de choses à raconter, notamment la rivalité entre la famille Gracie et Kazushi Sakuraba, le Gracie Hunter. Ou encore le run absolument incroyable de Roger Gracie, champion du monde 7 ans consécutifs. Mais ça on le verra peut-être une prochaine fois, alors n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, et dites-moi s'il y a une histoire que vous voudriez que je raconte. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas de vous laver. Peace!